Bonjour à tous et bienvenue dans ce Oleg Valhalla, troisième du nom, la conspiration anti-viking. Vous savez, sur Internet, on parle énormément de complots, de conspirations. Mais le propre d'une conspiration, c'est d'être secrète. C'est de nuire à quelque chose, mais de manière secrète. Or, sur Internet, la plupart des complots, on les connaît, hein, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Ils ne sont pas du tout secrets. Là, par contre, concernant les Vikings, on est face à une conspiration où le secret est omniprésent. Où on a effectivement une omerta autour de toutes ces mauvaises actions qui ont été faites contre les Vikings. Donc là, on est dans une vraie conspiration qui dure depuis des siècles. Quand je parle des Vikings, évidemment, c'est les vrais Vikings. Parce que le premier complot contre les Vikings, c'est de les avoir diffamés, c'est d'avoir complètement détourné leur identité, menti sur ce que les Vikings étaient vraiment. Donc moi, je parle des vrais Vikings, c'est-à-dire les Indiens d'Europe, les gardiens de la tradition primordiale, des défenseurs de la liberté, des défenseurs des droits humains, des défenseurs de l'humain. Je rappelle que les Vikings, surtout leur plus grand fait d'armes, c'est d'avoir anéanti cette abominable traite des esclaves païens qui avait lieu en Occident au Moyen-Âge. Une traite qui nous est toujours cachée alors qu'on castrait des garçons, des enfants. C'était abominable. Et c'est les Vikings qui ont arrêté cette traite. Donc les Vikings, c'est des héros, c'est des justiciers et c'est des redresseurs de tort. Vous voyez ? Et moi, dans cette émission, eh bien, je vais redresser des torts. Je suis un redresseur de tort. Donc je vais commencer par vous montrer comment, en fait, les Vikings... Certes, leurs ennemis, c'est l'Église catholique et l'Inquisition, et l'Église chrétienne en général, mais également la République maçonnique. Les francs-maçons et la République mènent également une inquisition contre les Vikings, mais une inquisition des plus secrètes, des plus discrètes. Expliquez-moi pourquoi les francs-maçons et l'Église chrétienne sont anti-vikings. On nous dit dans les médias alternatifs, on a l'Église et les religions en général qui sont l'opposition à la République et à la maçonnerie, qui est vraiment le monde infect de la finance, etc. Mais là, c'est quand même bizarre de voir que sur ce point, ils ont un ennemi commun, ces francs-maçons et ces chrétiens, c'est les Vikings, c'est la vérité historique. Mais si vraiment les francs-maçons sont opposés à l'Église, si vraiment les francs-maçons veulent détruire les religions, mais alors, pourquoi les francs-maçons ne dévoilent-ils pas la véritable histoire de l'Occident? Pourquoi les francs-maçons ne dévoilent-ils pas la vérité sur les Vikings? Ça ferait un tort énorme à l'Église. Ça ferait un tel tort à l'Église chrétienne. Ben non, les francs-maçons, ils occultent la vérité sur les Vikings aussi. Donc on va voir dans cette première partie de vidéo l'inquisition anti-viking menée par la République laïque, soi-disant entre guillemets. Et on va notamment voir l'incendie de Notre-Dame de Paris, hein, qui est effectivement une action anti-viking. Ensuite, dans une deuxième partie, on va parler de l'omerta contre la vérité historique et contre les messagers des Vikings. On verra que l'université pratique une conspiration anti-viking, mais également... Et là, vous allez être déçus, les amis, pour beaucoup d'entre vous, je suis désolé, vous allez peut-être tomber de haut. Mais les médias alternatifs sur Internet qui ont défendu de justes causes, malheureusement, font partie également de cette conspiration anti-viking et font de la rétention d'informations, cachent de la vérité, donc ça s'appelle mentir par omission, concernant notre histoire.
Il y a des médias notamment comme François, il y a Crève-Cœur, il y a Rock Soccer par exemple. Vous allez être un peu déçus, mais malheureusement, ils ont eux aussi comme ennemi commun les Vikings. Ils ont un ennemi commun avec la République maçonnique et l'Église chrétienne, c'est ces Vikings. On va commencer évidemment à expliquer dans cette émission et à comprendre pourquoi il y a autant d'agressivité mais sourde cachée contre les Vikings. C'est parce qu'ils sont en fait les porteurs de la tradition primordiale de liberté. Ils portent et ils protègent une graine qui va venir ensemencer l'esprit des humains, des gens, pour créer un nouveau monde. Ils sont les porteurs d'une graine qui va créer une civilisation définanciarisée, débarrassée de la cupidité. Si vous avez vu le film Esclaves Vikings contre Dinars, et d'ailleurs si ce n'est pas le cas, vous devez absolument le regarder. Le premier effet de la conquête sera de rendre à la circulation monétaire de grandes quantités d'or qui étaient jusqu'ici restées thésaurisées. Les énormes quantités d'or acquises par les musulmans vont permettre au calife Abd al-Malik de créer la monnaie or de l'Empire islamique, le dinar. Le lien est en description. Vous avez déjà commencé à comprendre que les religions dites païennes, donc en fait les religions des Gaulois, des Vikings, étaient des religions contre la financiarisation, contre la monétarisation. Et l'un des meilleurs exemples, c'est qu'ils construisaient des temples avec les métaux précieux. Alors que les religions monothéistes sont arrivées et ont brisé ce tabou et ont dit, bah voilà, les temples païens, on va les faire fondre et on va en faire des pièces de monnaie. Vous voyez? Donc on va parler de cette religion primordiale qui, elle, empêchait la monétarisation et la financiarisation de la société. Vous commencez à comprendre, pour certains, pourquoi les médias alternatifs sur Internet font la promotion des religions monothéistes. En fait, c'est parce que ça empêche de sortir de ce monde de finance que pourtant ils dénoncent, puisque les religions monothéistes sont le point de départ de la civilisation financière monétarisée. Donc on va également voir le sens de la religion primordiale émancipatrice, quels étaient ses principes de base, et on va retomber sur les pyramides d'Égypte, les fameuses pyramides de Gizeh. Eh bien, c'était un temple dédié à cette ancienne religion, d'où tout le tabou qu'il y a autour de ces pyramides. Et ça va nous donner l'occasion de reparler de Jacques Grimaud et de son affaire avec la tronche en biais. Et puis en dernière partie de cette vidéo, je vous parlerai de l'année prochaine. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous au 1er septembre 2022. Donc, ce sera la rentrée Pagan TV. C'est la dernière vidéo de la saison. Et vous allez voir qu'on a des grands projets pour l'année prochaine. Et dès le 1er septembre, une grosse vidéo, une très grosse vidéo, très instructive, les amis, qu'il va falloir que vous regardiez. On va parler également du Hello Asso, comment ça va se passer pour les fameuses contreparties. Et on commence donc cette partie de l'inquisition menée par la République contre les Vikings, par le pillage des tombeaux des rois de France. Dès 1793, nous avons les tombeaux des rois de France qui sont pillés. Donc dès l'avènement de la République, c'est la terreur. On fait la chasse aux nobles, et pas la chasse aux évêques, attention. On coupe la tête des nobles. On sait que l'Église, elle, va très bien s'en sortir. Et on pille donc les tombeaux des rois. Pourquoi? On peut le deviner. C'est véritablement une inquisition. On cherche à effacer des preuves de l'odignité de ces rois. Parce que je vous renvoie tout de suite à ma vidéo sur les Mérovingiens et sur Clovis. On retrouve dans les tombeaux des chevaliers mérovingiens, puisque de toute façon les tombeaux des rois ont été pillés, mais si vous prenez les chevaliers mérovingiens, ceux qui protégeaient la royauté mérovingienne, on retrouve des épées runiques, c'est-à-dire des épées odiniques. Ils sont enterrés comme des odiniques. Bref,
les Mérovingiens, tout était là pour montrer qu'ils étaient païens, de religion viking donc. Et si vous avez suivi le reste de mon travail, on s'aperçoit que c'était pas les seuls, qu'il y a eu des rois beaucoup plus proches de nous dans le temps. Il y a eu nombre de rois de France qui étaient à la fois odiniques et chrétiens, qui étaient en quelque sorte laïcs. Et donc dans les tombeaux de rois de France, il y avait vraisemblablement ces preuves que la France a été très longtemps odinique. Donc voilà, la République démarre par une inquisition, par la terreur, et elle pille les tombeaux des rois de France. Voyons maintenant l'interdiction des runes. C'était en 2018, il y a 4 ans, à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver. L'équipe de Norvège portait sur sa tenue quelques runes discrètes sur leur tenue. De toute façon, les runes, c'est quelque chose de discret, c'est pas ostentatoire. Eh bien, on leur a fait interdire, on leur a interdit ces tenues parce qu'on interdit le port des runes. Ils ont réussi à faire interdire le port des runes au cours donc de ces Jeux Olympiques d'hiver. Et ça a été plus loin que ça, ils ont tenté de les faire interdire de tout enseignement public. Donc ils ont essayé de faire sortir ça du monde de la culture officielle et de la science officielle. Ils ont tenté d'interdire purement et simplement l'enseignement des runes à l'université. Donc ça, c'était extrêmement grave, parce que ça aurait voulu dire en gros qu'on fait comme si elles n'existaient pas. Et heureusement, il y a eu un mouvement de protestation, et donc ils n'ont pas pu les retirer de l'enseignement public. Mais ces runes ont quand même été interdites des tenues des Norvégiens. Donc si vous voulez plus d'infos sur cette affaire, c'était au début de ma chaîne Pagan TV, j'avais fait une vidéo spécialement dédiée. Vous allez retrouver le lien de cette vidéo en description. Ensuite, autre affaire de l'Inquisition de la République, la destruction des sites mégalithiques, et notamment la destruction du site d'Alésia. Vous devez probablement connaître Alésia de par la bande dessinée Astérix. Abra Raccourcis qui dit toujours on ne sait pas où c'est Alésia, on ne sait pas où c'est. Et ça cachait une demi-vérité, parce qu'en fait il y a un chercheur qui s'appelle Sylvain Tristan et puis d'autres qui ont montré que en fait le site d'Alésia ne se trouverait pas là où on prétend qu'il se trouve actuellement. Il y a actuellement un site officiel qui existe, ce serait l'emplacement de l'Alésia, mais cet Alésia officiel ne serait pas le bon. Le bon Alésia serait à Guyon, et en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que sur ce site de Guyon, on a un vrai oppidum gaulois qui a existé. On a un vrai vestige archéologique d'une très grande valeur à Guyon. Et ils ont détruit le site de Guyon. En fait, on a réussi à sauver quand même la moitié de ce site. Mais ils avaient enclenché la destruction totale de ce site de Guyon, qui est soupçonné par certains chercheurs comme étant le vrai Alésia. Et j'ai fait une vidéo spéciale sur cette affaire, qui s'appelle La révélation d'Alésia, toujours sur Pagan TV. Vous retrouverez encore le lien en description. Mais sachez que ils ont détruit la moitié de ce site d'une valeur inestimable, et que c'est un dénommé Malraux qui a sauvé le reste de ce site par une loi qui a fait qu'on n'a pas le droit de toucher à ce site pendant 99 ans. Mais en contrepartie, on ne peut plus le détruire, mais on ne peut pas non plus faire de recherche archéologique. Donc on a sauvé un truc, mais on ne peut pas s'en servir pour le moment. Et oui, en fait, c'est courant. En France, il y a énormément de sites mégalithiques, de sites archéologiques anciens, mais soit on les détruit, soit on ne fait pas de recherche, on ne fait pas de fouilles. Je vais vous donner l'exemple du site de Göbekli Tepe, à comparer avec un site qui est pas loin de chez moi et qui est complètement anonyme. Göbekli Tepe, il est connu maintenant, ce site, parce que on l'a découvert au fruit de
de grandes dépenses, à grands frais. On a fait des fouilles. Ça se trouve au Moyen-Orient, en Turquie plus exactement. Et en fait, vous allez voir qu'il y a un 2 poids 2 mesures en matière de recherche archéologique. Quand c'est au Moyen-Orient, il y a des budgets, on cherche. Mais quand c'est en Occident, en France, on ne cherche surtout pas, ou alors on détruit. Et j'ai fait une vidéo pour parler de ces vieux sites que j'appelle Atlantes, parce que quand on parle de la religion primordiale, des Celtes, et qu'on est face à des choses très très anciennes, on a tendance à parler d'Atlante pour se situer dans le temps avant les Gaulois. Et je parlais de ces sites Atlantes, j'ai fait une vidéo exprès, qu'on peut trouver un peu partout en France, ces sites mégalithiques, mais qui sont laissés à l'abandon, où il n'y a aucune recherche alors qu'ils sont sous nos yeux. Et puis par contre, on va dépenser des millions pour trouver quelque chose au Moyen-Orient. Tout ça pourquoi ? Pour complaire à l'histoire officielle, pour complaire à la Bible, puisque finalement c'est la Bible qui nous a imposé ce dogme de dire que toute civilisation vient d'Orient, et en conséquence, malheureusement, toutes les preuves qu'il y avait aussi une civilisation intelligente en Occident, on fait tout pour les cacher, ou on ne fait pas les recherches, ou alors on les détruit comme on a vu à Alésia. Et en parlant de destruction de temples mégalithiques européens, il faut absolument parler de Stonehenge en Angleterre. Vous savez, ce magnifique site de Stonehenge. Eh bien, aux dernières nouvelles, ils voulaient le détruire, en tous les cas pas détruire la face visible du temple, mais ils voulaient creuser un tunnel en dessous du site de Stonehenge. Et évidemment, les travaux auraient détruit toutes les ressources archéologiques qu'il peut y avoir dans ce sol de Stonehenge. Parce que Stonehenge, c'est pas simplement cette partie visible du temple, c'est également une cité très très ancienne. Donc si on commence à faire des fouilles sur ce site qui est très grand en fait, qui va largement au-delà de ce temple de pierre, de ce cercle de pierre, il y a énormément de richesses culturelles, archéologiques, il y a vraiment des secrets d'histoire là-dedans. Et aux dernières nouvelles, le gouvernement anglais avait voté une loi pour faire un tunnel en dessous. Donc il y avait des protestations en Angleterre, mais a priori ils allaient tout détruire par ce chantier. Donc je ne sais pas exactement où ça en est aujourd'hui. On en avait parlé dans une AGP, une agence Gold Press. Il faudra qu'on en reparle, je referai sûrement une AGP sur le sujet pour savoir où ça en est. Mais voilà, encore un site mégalithique en danger de destruction à cause des républiques, ou en tout cas des régimes dits maçonniques, des régimes francs-maçonniques, comme là c'est le cas, on va dire c'est le point commun entre la République française et le régime anglais qui, je crois, est une république monarchique. Cette inquisition, elle n'est pas présente qu'en France. Mais le plus gros scandale archéologique, en tout cas le plus gros scandale qui nous a été donné de connaître, c'est la pyramide de Nice. À Nice, il y avait un monument énorme, une pyramide énorme, mais c'était gigantesque. Eh bien, cette pyramide a été détruite dans les années 70 par les autorités françaises. Et là, je vous invite à regarder ma vidéo spéciale sur le sujet. C'est absolument abominable ce que font les autorités sous cette influence des inquisiteurs. Une énorme pyramide à Nice détruite dans les années 75. C'est passé dans le journal Nice Matin. Enfin, je veux dire, c'était tellement énorme cet objet, on pouvait pas le cacher non plus trop. Enfin, ils l'ont caché quand même, puisque c'est simplement un journal local qui a relayé. Et il a relayé une fois que c'était fait, quoi. Donc c'était trop tard. Mais les journaux nationaux n'en ont jamais parlé. Donc il y a une vraie haine de notre passé en Occident, une vraie inquisition. Pyramide de Nice, regardez la vidéo que j'ai faite, c'est vraiment hyper important. Mais il y a également eu de nombreux monuments détruits un peu partout et j'ai peur que ça continue, les amis, si vous n'êtes pas regardants, si vous ne faites pas attention. Il y a des destructions un peu partout et il n'y a pas eu que ça. On peut parler par exemple du cairn de Barnénèze, donc un grand monument aussi très ancien en Bretagne, à Barnénèze. On a détruit les 3/4 de ce monument. Et donc ça, c'est la face émergée de l'iceberg. Malheureusement, il risque d'y en avoir d'autres.
Alors ensuite, on a cette affaire du David Crockett viking, là, le David Crockett qui avait des cornes, lors de l'invasion du Capitole, suite à la défaite de Donald Trump aux élections. En janvier 2021, voilà, le Capitole avait été envahi par ce David Crockett à cornes. Et comme ce David Crockett à cornes, il portait sur lui un tatouage de Valknut, donc c'est-à-dire les 3 triangles d'Odin, eh bien, les médias mainstream, donc les médias des francs-maçons, si on en croit ce que nous disent les médias alternatifs d'Internet, ces médias francs-maçons se sont empressés de nous faire une propagande anti-viking digne de l'Inquisition catho, en disant que ces 3 triangles, ils ont déformé déjà sa prononciation en disant c'est un Volknut, ils ont voulu donner un accent allemand. Ils ont dit que c'était très aimé par le Troisième Reich, que ça faisait partie de la culture du Troisième Reich, que ce Volknut. Vous voyez, ils ont essayé de rendre le truc allemand, alors qu'en fait, pas du tout. Là, on est face à une diffamation complètement dégueulasse, abominable. Une diffamation digne de l'Église catholique du temps de la vraie Inquisition du XVIIe siècle, hein, où on brûlait des innocents juste parce qu'ils étaient odiniques, hein, et puis évidemment on maquillait tout ça en soi-disant c'était des sorciers, c'était des sorcières, soi-disant, pour maquiller tout ça, mais voilà, sachez que le Troisième Reich n'a strictement rien à voir avec les Vikings, contrairement à ce que BFM TV a voulu nous faire croire à ce moment-là, et que au contraire, le Führer persécutait les odiniques, véritablement. Donc on est encore là, face à une inversion accusatoire totale. Le Troisième Reich était anti-viking en réalité. Il faut absolument que vous regardiez la vidéo que j'ai faite sur le sujet, donc janvier 2021. Le lien est en description de la vidéo. Il y a une vidéo sur le David Crockett, là, et une vidéo après sur la réalité de ce qu'était le Troisième Reich par rapport à la culture odinique. Eh bien, nous voilà arrivés au cas des cathédrales gothiques. Donc, ces fameuses cathédrales qui sont pleines de symboles païens, mais bizarrement, ça, on n'en parle jamais, on fait comme si les symboles n'existaient pas. Hein. Et on en vient à ce fameux incendie de Notre-Dame de Paris en 2019. Donc, cette charpente datée du XIIe ou XIIIe siècle, donc charpente d'époque, charpente d'origine de la cathédrale, 800 ans d'âge. Elle est partie en fumée, vous le savez, pour des raisons plus que louches. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, je vous y renvoie. Mais il est évident que cet incendie est criminel. En tous les cas, ce qui est criminel, c'est vraiment de détruire comme ça une part de notre histoire, de notre âme de peuple, une charpente d'époque. Et l'on sait que ces charpentes, eh bien, elles étaient signées par les bâtisseurs, ces bâtisseurs odiniques, ces bâtisseurs païens. Ils gravaient leurs runes, ce qui leur permettait de signer leurs travaux et d'identifier leurs travaux par leur signature runique, qui était également une sorte d'attestation de foi odinique pour ces charpentiers. Ces signatures runiques qu'on retrouve également sur les pierres, sur certaines pierres dans les cathédrales. Évidemment, on en retrouve très peu aujourd'hui, puisque elles ont été grattées, ces pierres. Les charpentes avaient dû être poncées, mais parfois il y avait des bâtisseurs qui étaient très malins et qui faisaient exprès de faire des signatures très très profondes, redoutant les inquisiteurs, des signatures très profondes pour qu'elles ne disparaissent pas. Et donc, encore une fois, on ne verra plus jamais l'original de la charpente de Notre-Dame de Paris, mais heureusement, on avait déjà quelques photos, et dans les vidéos que j'ai faites, je montre à un moment donné la signature runique d'un bâtisseur. Donc, il y avait bel et bien sur la charpente de Notre-Dame des runes, des signatures runiques, donc des preuves que ce temple Notre-Dame était un temple dédié à la religion viking. Et ça, c'est juste énorme. Et bon, voilà, malheureusement, cette charpente est partie en fumée et on ne verra pas la quantité, à mon avis, importante de signatures runiques qu'il y avait. Mais voilà, inquisition contre les cathédrales gothiques. On en vient maintenant à Notre-Dame de Strasbourg.
c'est une affaire que j'ai traitée en mars de cette année. Il s'agit de la destruction, cette fois-ci officielle, claire, nette et précise, sans complexe, demandée par l'Église elle-même. On a l'Église chrétienne elle-même qui mutile ses propres églises. C'est là où on s'aperçoit qu'il y a un bug, il y a un hic. Le hic, c'est qu'évidemment, en fait, c'est pas ces églises. Ça, c'est les églises païennes qu'ils ont récupérées au XVIIe siècle. Et donc là, on les a pris en flagrant délit. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le sujet. C'est les membres du clergé eux-mêmes qui ont demandé à détruire un vitrail qui avait la propriété de marquer et de fêter, de révérer, si vous voulez, la fête celtique, la fête païenne, et donc viking aussi, de l'équinoxe de printemps. Il y avait un faisceau lumineux magnifique qui apparaissait à chaque équinoxe de printemps. Et bien là, apparemment, ce ne sera plus le cas parce qu'ils ont décidé d'enlever le vitrail. Alors, il y avait les gens de Strasbourg qui avaient protesté, notamment un monsieur qui était spécialiste de la cathédrale et qui avait dit, ça dérange l'église parce que c'est quelque chose de païen. Il l'avait vu juste. Je ne sais pas si ça sera effectivement détruit ou pas, suite à une action donc des gens pour préserver cette cathédrale. Donc on suivra cette affaire du rayon vert. Alors on remarque que ces 2 dernières destructions contre les cathédrales ont été effectuées sous le règne du président Macron. Or, le président Macron vient d'une école jésuite. Bien qu'il le cache, Emmanuel Macron est chrétien. Il fut formé à l'école jésuite de la Providence. En fervent chrétien, il fut membre de la rédaction de la revue Esprit. Et il est toujours très attaché à la chrétienté, puisque Macron a fait réintroduire sur un symbole de la République la croix chrétienne. Ni plus ni moins. Donc, un symbole de la République censé être laïque, Macron a apposé dessus la croix chrétienne. Donc regardez l'article que j'ai fait sur le sujet sur esprit-viking.com, c'est très intéressant. Donc vous voyez que tout devient logique finalement. La République fait l'Inquisition, mais il y a des bonnes raisons. Et une chose très drôle, prenez Pierre Jovanovic, je ne crois pas qu'il insiste sur le fait que Macron est très chrétien et vient d'une école jésuite. Ça, je ne crois pas qu'il le dise. Il attaque beaucoup la République. Il ferait prévaloir les valeurs du christianisme, Jovanovic, mais je ne crois pas, étrangement, qu'il vous dise que Macron est très lié au christianisme. Ça, je ne crois pas qu'il le fasse, ça. Dernière partie de cette inquisition des républiques maçonniques et des puissances d'argent contre les Vikings, les œuvres de fiction qui sont produites et notamment le traitement qui a été fait du succès, de l'énorme succès de la série Viking, la fameuse série Viking, la première du nom avec Ragnar Lodbrok, joué par Travis Fimmel. Cette série a un succès énorme, gigantesque, inattendu. Ils ne s'attendaient pas à ça, les producteurs. C'est, n'ayons pas peur de le dire, c'est la série qui a le mieux marché sur Netflix depuis que Netflix existe. C'est probablement parmi les 5 séries cultes des 10 dernières années sans aucun problème. C'est une série culte. Et en fait, on aurait pu s'attendre en conséquence à beaucoup d'œuvres, de nouvelles séries ou de nouveaux films sur les Vikings. Or, ça n'a pas été le cas du tout. On aurait pu s'attendre notamment à la création de séries ou de films qui ne soient pas interdits aux moins de 16 ans. Ça aurait pu élargir aussi le public. Non, il n'y a pas eu ça. En fait, toutes les autres œuvres sur les Vikings qui sont sorties, ça a été des œuvres qui ont été en fait de la haine masquée, de la haine fourbe. On est dans la conspiration en fait contre les Vikings. Parce que toutes ces séries ont diffamé, ont calomnié violemment les Vikings. Ils ont insisté sur les clichés des sacrifices, sur les clichés de l'esclavage. Et quand je dis clichés,
en fait, c'est de la désinformation pure et dure et c'est de l'inversion accusatoire. Parce que les Vikings ne faisaient pas de sacrifices et les Vikings étaient anti-esclavagistes. Au contraire, c'est les premiers anti-esclavagistes de l'histoire. C'est ceux qui ont détruit la traite des païens au Moyen-Âge. Donc, toutes les autres séries qui sont sorties derrière, ou même le dernier film là qui est sorti, c'est une caricature vilaine, mais très vilaine, qui est la caricature faite par les inquisiteurs chrétiens qui brûlaient des païens, qui castraient des enfants païens et qui les déportaient en esclavage. Donc en fait, on a des milliardaires là et des francs-maçons, comme on nous dit en tout cas, hein, ou des gens de religion monothéiste en tout cas, qui ont vraiment, mais vraiment fait quelque chose d'abominable avec les séries qui ont suivi. Toutes ces séries et ce dernier film où à chaque fois il faut qu'ils salissent les Vikings en faisant croire qu'ils avaient des esclaves, c'est honteux. Ou alors la deuxième partie de la série Viking, la Viking Valhalla je crois, qui fait croire que les Vikings, c'était à un moment donné, ils étaient devenus chrétiens et que les Vikings chrétiens chassaient les Vikings païens. C'est complètement une invention complètement folle de faire croire que les Vikings pouvaient avoir une religion chrétienne, alors que le propre du Viking, c'est que c'est un justicier odinique, c'est un croisé odinique. Donc, le fait d'être Viking, c'est déjà une preuve de religion odinique. Donc, bref, il y a eu des choses abominables qui ont été faites à la suite de ce premier volet de la série Viking, qui est un premier volet qui est intéressant et qui n'a pas cherché à salir les Vikings. Et ça, c'est très important, parce que tout ce qui a suivi, donc y compris le deuxième volet de Vikings, ils étaient là pour salir les Vikings parce que la série avait eu trop de succès. Pourquoi ? Parce que les gens, ça leur a parlé dans leur ADN. Il y a quelque chose de magique qui parle quand on parle des Vikings et ça a résonné. Et donc ça a eu beaucoup de succès par rapport à ça. Et donc ils se sont empressés de produire des séries pour salir les Vikings, pour désintéresser le public des Vikings, pour pas qu'ils approfondissent en tout cas. Donc le bilan de cette inquisition républicaine menée contre les Vikings, c'est qu'il y a une complicité évidente entre l'Église chrétienne et la franc-maçonnerie fondatrice de la République. Et en fait, cette complicité, elle existe depuis très longtemps. Elle existe même en fait depuis le départ de la République. Et pour ça, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet qui s'appelle « Les francs-maçons jésuites et la Révolution ». Il y a effectivement dès le départ un lien entre le monde chrétien et le monde maçonnique qui va créer cette fameuse République. Et en fait, ce lien, et cette alliance, si vous voulez, maçonnico-chrétienne, elle a eu lieu au nom de l'argent. C'est au nom de l'amour de l'argent et du pognon qu'ils se sont alliés. Vous savez, je crois que celui qui a le pouvoir dans une société, c'est celui dont on ne parle pas. C'est surtout celui dont on ne parle pas. Et surtout dans une société financière, puisque vous savez que l'argent, ça fait pas de bruit. Quand vous envoyez de l'argent quelque part à quelqu'un, ça fait aucun bruit et ça n'a pas d'odeur. Donc c'est un pouvoir qui est très silencieux, qui est occulte, celui de l'argent. Et voilà, quand on comprend que les religions monothéistes sont en réalité les religions qui ont fait sauter le tabou de l'argent qui existait dans les religions vikings et gauloises, on comprend qu'en fait c'est tout naturel que franc-maçonnerie et église finalement s'entendent bien au nom de l'argent, même si effectivement aujourd'hui on veut nous faire croire que l'alternative à cette société financière de république maçonnique, ce serait un retour à une société basée sur les religions monothéistes. Mais en fait, c'est un leurre fait par ceux qui ont vraiment le pouvoir, c'est-à-dire les puissances d'argent, alliées, intelligentes, invisibles, qui se sont dit, voilà, on va faire croire que les religions monothéistes vont nous sortir de là.
Mais en fait, pas du tout, puisque les religions monothéistes, c'est le point de départ de notre civilisation judéo-chrétienne. On est dans une civilisation judéo-chrétienne, et c'est cette civilisation qui a permis l'épanouissement de la société financière et de la société basée sur l'argent. Donc, comment voulez-vous qu'on sorte de ce modèle de société si on ne fait que revenir à la racine de cette société, à savoir les religions monothéistes? Non, la seule véritable alternative à ce modèle de civilisation monétaire, ce serait de revenir à la religion primordiale, celle des Gaulois et des Vikings, qui, elles, avaient un vrai tabou contre l'argent, ne permettait pas la financiarisation, ne permettait pas la capitalisation. L'alternative, le modèle de société alternatif, il va falloir changer de religion. Il va falloir revenir à la religion primordiale. Parce que même si aujourd'hui on est dans une république soi-disant laïque et athée, ben en fait on s'est rendu compte que c'était faux, qu'elle n'est pas du tout laïque, notre république. Et donc en fait, on est toujours dans une société basée sur la religion judéo-chrétienne. C'est pour ça qu'on est en 2022, après Jésus-Christ. C'est pour ça que notre calendrier est basé sur Jésus-Christ. C'est bien qu'on est toujours dans un modèle de civilisation judéo-chrétien, monothéiste. Donc voilà, cette opposition franc-maçon contre religion, c'est un leurre pour nous faire rester dans le giron de la civilisation monétaire. Et la seule alternative, c'est de changer de religion finalement, revenir à la religion primordiale qui était celle des Vikings. Et c'est pour ça qu'il y a un complot contre les Vikings, qu'il y a une conspiration anti-Vikings. Valhalla. Deuxième partie de cette Oleg Valhalla, le complot anti-viking, le complot anti-gaulois, anti-celte, anti-religion primordiale. Là, on va parler de l'omerta, de cette loi du silence, qui est la loi de nos académies, qui ne parle jamais de faits incontournables, de faits reconnus, qui ne parle jamais de certaines vérités historiques, qui peuvent être démontrés par ces faits. Je veux parler des mégalithes, de ces menhirs, de ces dolmens qui ornent l'Occident, la Grande-Bretagne et la France notamment. Depuis donc 2 siècles, 2-3 siècles, on a des chercheurs qui ont mis à jour des faits qui montrent l'intelligence de la civilisation des mégalithes. Ça commence par William Stukeley au XVIIIe siècle. Et depuis lui, de nombreux chercheurs s'y sont attelés. On peut terminer aujourd'hui par Howard Crowhurst. Ces chercheurs ont démontré qu'il y avait des liens entre les mégalithes d'Occident et les grandes pyramides d'Égypte, notamment ce fameux lien entre la grande pyramide de Gizeh et le temple de Newgrange en Irlande. Tous ces faits, vous pouvez les voir dans mon premier film qui s'appelle « Le message des pyramides ». Là, vous avez vraiment tout ça qui est bien expliqué dans ce film. C'est des faits en plus qui sont vérifiables par tous, parce que maintenant avec Google Earth, on peut les vérifier, ces éléments. C'est des faits qui ont donné lieu à de nombreuses publications de chercheurs d'origines diverses. Et pourtant, donc, silence toujours de la part de nos institutions. On n'enseigne pas ça à l'école, on fait comme si ça n'existait pas. Voilà, on enseigne l'histoire à nos enfants et à nos étudiants dans les universités comme si ça n'existait pas. Donc ça s'appelle un mensonge par omission, ça, tout simplement. Dans les années 60, on a un égyptologue français, un grand monsieur, qui s'appelle Schwaller de Lubitz. Schwaller de Lubitz va découvrir les extraordinaires propriétés de la grande pyramide de Gizeh. La présence du nombre d'or, la présence du nombre pi. En fait, toutes les grandes découvertes
du film La Révélation des pyramides, c'est les découvertes de Schwaller de Lubitz. Ce n'est pas Jacques Grimaud qui a découvert l'essentiel de ce qu'il montre dans le film LRDP, c'est bien Schwaller de Lubitz, égyptologue français, un vrai monsieur, un vrai scientifique reconnu par ses pairs, et il s'est fait donc spolier ses découvertes par Jacques Grimaud. Donc ça change la donne, parce qu'aujourd'hui on attaque le film La Révélation des pyramides parce que Jacques Grimaud effectivement est un escroc, mais on ne dit jamais qu'en fait les découvertes du film LRDP n'ont rien à voir avec cet escroc, elles ont à voir avec Schwaller de Lubitz. Mais quand on a quelqu'un comme Schwaller de Lubitz, lui, il est dans l'université, il a les diplômes qu'il faut. Donc pourquoi, encore une fois, une omerta là? Quelles raisons vont-ils invoquer? On a un silence face à cela, on a un silence, on a une omerta face donc à l'ingéniosité apparente des grandes pyramides d'Égypte et de la pyramide de Gizeh. Cette pyramide de Gizeh, elle est liée donc par une relation mathématique au mégalithe d'Occident et au temple de Newgrange, voir toujours le film Le Message des pyramides pour ça. Et là, en 2020, je découvre qu'en fait, la grande pyramide, enfin les 3 grandes pyramides de Gizeh, plus les 3 mornes ou les 3 tumulus de Newgrange ou 3 cairns de Newgrange, en fait, ils représentent la religion primordiale. Ils figurent les emblèmes, l'emblématique, les symboles de la religion primordiale, le Triskiel et le Valknut. Et je me rends compte que les cathédrales gothiques, elles, figurent la Trictra. La Trictra qui est le 3e grand symbole qui figure la religion primordiale. Donc en fait, voilà, ça c'est ma découverte. Il y a 2 ans, et je le montre dans le film Le Message des pyramides dans un premier temps, et ensuite je complète avec Templiers, Vikings et cathédrales, en montrant que les cathédrales gothiques sont placées sur ce lien entre la Grande Pyramide et Newgrange, et qu'elles sont là pour représenter le 3e grand symbole qui est à l'intermédiaire entre le Valknut et le Triskiel ou Tricercle d'ailleurs, c'est la Trictra. Et c'est pour ça que les cathédrales gothiques sont essentiellement ornées de la Trictra. Donc voilà, nouvelle découverte, ces temples majestueux et très ingénieux et très anciens, Gizeh, et les mégalithes, les cathédrales, tout ça c'est la même religion, ce que j'appelle la religion primordiale, dont les Vikings étaient les derniers gardiens. Alors il faut également ajouter que les universités, les académies occultent totalement le génocide gaulois. Le génocide gaulois, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est aussi le travail de l'historien Luciano Canfora. Vous regardez, c'est sur Pagan TV. C'est un génocide qui a été fait par Jules César, 1 million de morts, des déportations. Ça c'est pareil, on n'en parle nulle part, de génocide gaulois. Ensuite, pourquoi on ne parle jamais de ces chevaliers mérovingiens qui étaient odiniques? Pourquoi est-ce qu'on occulte la traite des païens par les monothéistes? Ce que j'ai montré dans le film Esclaves vikings contre dinars, ça c'est reconnu par des dizaines d'historiens de nationalités et de religions différentes, et des historiens reconnus, des grands historiens comme Maurice Lombard, des historiens qui faisaient autorité dans les années 50, 60, c'est des faits que personne ne peut nier ça. Et ça, on n'en parle jamais nulle part. Mais c'est honteux, c'est honteux. On parle d'esclavage, c'est-à-dire qu'on a des institutions qui sont complices des esclavagistes. Ensuite, on ne nous dit jamais non plus, évidemment, que en Gaule, il y avait des Vikings. On ne nous dit jamais que Hastings, c'était un Gaulois, qu'il est né à Tranco. On ne nous parle jamais que les cathédrales gothiques, elles sont ornées de symboles odiniques, de symboles païens. Ça, on ne nous le dit jamais. Et sur les châteaux de la Renaissance, pareil, des symboles odiniques, des runes, partout. On n'en parle jamais non plus. Et sur les cathédrales gothiques, il y a des tas de symboles païens partout. Et ça, c'est écrit nulle part, dans aucun livre d'histoire. Et puis on n'a aucun média alternatif, même chercheur de vérité, lanceur d'alerte, qui nous en parle.
Maintenant, on va parler des faux lanceurs d'alerte, ou on va parler des médias qui lancent des alertes, mais celles qui les dérangent pas, quoi, celles qui les arrangent. Parce que face à cet État, ces institutions et ces grands médias mainstream qui ne relaient plus que les informations qui font partie de leur idéologie, on a une sorte de pensée unique qui s'est établie dans les grands médias. Face à cela, en réaction, on a une presse qui s'est développée sur Internet, des médias qui sont développés sur Internet et qui sont souvent appelés lanceurs d'alerte. Eh bien, je vais vous décevoir un petit peu. Hein. Ces lanceurs d'alerte, bon, c'est ces médias alternatifs sur Internet, globalement, ils font quand même du bon travail. Ils ont défendu des justes causes, notamment par rapport au pass sanitaire. Ils ont défendu la liberté vaccinale, ils ont défendu nos droits. En tous les cas, ils les ont défendus en apparence, en tous les cas. Je ne sais pas s'ils l'ont fait de la meilleure des façons, parce que en fait, ils omettent quand même certaines informations. Et oui, vous allez voir que des médias qu'on pensait vraiment des médias vraiment sincères, indépendants, qui allaient tout nous dire, qui étaient vraiment là pour dire la vérité, eh bien ces médias-là, en fait, eux aussi, ils sont dans le complot anti-viking. Je vais vous parler du média François. François, c'est un média qui pendant la crise sanitaire, a fait un très bon boulot. Je vous explique. J'ai été contacté par le collectif citoyen de François il y a à peu près 1 an et demi. Ils m'ont dit oui, c'est super ce que tu fais Oleg, tes découvertes, c'est extraordinaire. Et on a commencé à faire des articles. J'ai commencé à rédiger une poignée d'articles où je balançais des choses lourdes, hein, Notre-Dame de Paris, la vérité, le fait que c'est des cathédrales odiniques, le fait que Victor Hugo avait appuyé cela dans son roman, Victor Hugo dans son roman Notre-Dame de Paris. Donc c'était quand même, j'ai balancé du lourd dans les articles. Les articles, malheureusement, ça fait très peu de vues. Hein. Les articles, il y a très peu de gens qui les voient. Je sais quand j'ai publié les articles, j'avais peut-être gagné 10 abonnés, j'en sais rien, mais en fait, j'ai rien vu. J'ai vu aucune différence, j'ai vu aucun message, aucune augmentation de l'audience. Donc il y avait très peu de gens qui avaient lu l'article. J'en ai fait 2-3 autres. Et le dernier article que j'ai fait, étrangement, il n'a pas été publié en bonne et due forme sur le site internet de François. Donc j'ai dit tiens, c'est bizarre, je le retrouve pas. Ah mais si, regarde, il est là. Mais en fait, il n'était pas dans le sommaire général, c'était bizarre. Donc on pouvait voir l'article, mais il fallait avoir le lien direct. Et puis donc je dis bah faudrait peut-être que voilà. Là l'information elle n'est pas relayée. Là on peut pas dire que vous avez relayé l'information, François. Vous êtes des défenseurs de la démocratie. Hein, vous dites on est là pour protéger nos droits, pour protéger la liberté d'expression, vous représentez la déontologie journalistique. Bon bah là allons-y, il faut que je passe en interview parce que les articles personne les voit et en plus vous les montrez pas bien, on a du mal à les retrouver en tout cas. Et puis les gens du collectif citoyen, ils m'appuyaient, ils étaient là pour me soutenir, pour dire au patron de François, Xavier Azalbert, allez, faudrait peut-être le recevoir quand même parce que là l'info elle est pas passée quoi, faut relayer cette info, c'est primordial. Du coup, le patron de François, il fait traîner en longueur, puis à un moment donné, il dit bon, ok, allez, on y va. J'y vais, je crois que c'était le lundi 5 octobre. J'arrive chez François, j'arrive dans leurs locaux. Je vois le journaliste avec qui j'avais un petit peu préparé l'interview la veille. Et on fait, je pense, une très bonne interview. Et chez François, bah, quand tu arrives, tu sais, tu as le studio et puis tu as les bureaux en fait qui sont juste à côté, tu vois, c'est mitoyen en fait, c'est un open space en fait, donc les gens qui travaillent derrière leur bureau là, les journalistes ou tous ceux qui travaillent quoi, pour le journal François, hein, 7-8 personnes peut-être, tout le monde écoute l'interview parce que c'est collé en fait, on voit pas dans les caméras mais ils sont tous là à écouter. Et bah, à la fin de l'interview, t'en avais qui avaient des yeux grands comme ça. Ils étaient enchantés d'avoir entendu ça. Je leur avais ouvert une porte, tu vois. Ils étaient vachement intrigués, intéressés et tout. Et bon, voilà. Ensuite, je pars. Et puis, en fait, bah voilà. C'était le 5 octobre 2021. Et 10 mois plus tard, l'interview n'est toujours pas passée. Bonjour. Vous êtes sur la messagerie orange de Xavier Azalbert. Veuillez laisser votre message après le bip.
Ouais, salut Xavier, c'est Oleg. Je te relance donc suite à mon appel de la semaine dernière pour t'informer de l'alerte donnée par de mon film documentaire là qui, je te le répète donc, est complètement basé sur des historiens qui font autorité. Donc c'est quand même fondamental quand on est un média comme toi, je pense, de relayer ces informations de vérité, à moins que tu veuilles faire comme les mainstream maintenant, que tu choisisses ce que tu relais et ce que tu relais pas, que tu occultes sciemment. Donc voilà, ça fait maintenant 9 mois que je suis passé chez toi, que tu m'as salement ignoré mon interview. Tu m'as dit on va voir ça plus tard. Bon bah écoute, là 9 mois plus tard, je t'apporte un film qui est irréfutable. Irréfutable. Donc si tu me rappelles pas, je vais finir par croire que tu me prends pour un con et que tu prends les Français pour des cons. Donc j'espère que tu me rappelleras et que tu donneras une tribune, puisque c'est normalement le rôle de François qui se dit être un média démocratique. Donc si vraiment tu es un média démocratique, bah, je compte sur toi. Donc merci de me rappeler assez rapidement, parce que ça fait déjà 9 mois. Voilà, merci, au revoir. Bon, bah là, il me répond plus quand je l'appelle. Il répond plus à mes messages, ça fait 10 mois. Le journaliste qui m'a interviewé, il voulait même que je revienne faire une deuxième, une troisième interview. Les gens, les gens qui bossent pour François, les salariés, pareil. Bon, il y avait un des journalistes vedettes, là, lui, il avait l'air beaucoup plus froid. Bon, il paraît qu'il serait de formation chrétienne. Bref, je crois que le journal François, en réalité, lui aussi, il est sous influence chrétienne. En tous les cas, le patron de François avait l'air de vouloir relayer, mais apparemment, je sais pas, il y a peut-être quelque chose au-dessus de lui. Il est peut-être pas vraiment le patron. Voilà, je sais pas en fait. J'exprime juste des faits, là, c'est des hypothèses, mais toujours est-il que François est parfaitement au courant. Ils ont relayé 2-3 articles, mais l'interview, non. Censure pour un journal qui prétend représenter la démocratie, la liberté d'expression. Ça fout mal quand même. Et malheureusement, les amis, c'est le cas de tous les autres médias alternatifs, sans exception. Si vous voulez l'idée un média alternatif, vous inquiétez pas, ils sont parfaitement au courant de tout ça, mais ils censurent, ils ne diffusent pas tout ça, quoi. Et donc ils participent, oui, finalement, à la censure de ces informations, exactement comme les médias mainstream. Prenons par exemple, si on prend les choses dans l'ordre, le média Meta TV. Beaucoup de gens ont connu ce média Meta TV, qui était le premier média à donner la parole à des nouvelles théories. Bref, on se posait vraiment des bonnes questions sur Meta TV, et le travail que je fais avait complètement sa place chez Meta TV. Tout le monde me disait, bon alors tu vas passer chez Meta TV, attends, je vais en parler à Tepa, il va t'inviter parce que ça paraît évident que tu dois y aller. Ça, c'est ce que me disait Papacito quand je l'avais connu, c'est ce que me disaient tous les gens que j'ai connus. Et puis effectivement, moi j'étais connu par Meta TV puisqu'ils ont également publié un article, et j'ai échangé quelques mails avec Tepa. C'était il y a très longtemps maintenant, tout ça, c'était il y a 5 ans déjà, il y a 5 ans. Ils ont toujours refusé, et surtout ce qui m'a marqué par rapport à Meta TV, vraiment choquant, c'est qu'ils n'ont jamais fait d'émission sur les Vikings. Jamais. Ils n'ont jamais non plus fait une vraie émission sur les Gaulois, une vraie émission historique où on aurait pu parler du génocide gaulois. Non, jamais ils ont invité personne pour parler des Vikings et des Gaulois. Tout simplement parce que même si ça avait été quelqu'un d'autre que moi, même si, peu importe, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ils ne voulaient tout simplement pas qu'on aborde ce sujet-là sur Meta TV. Parce que si on abordait les Vikings sur Meta TV, on allait tout de suite sur la pente glissante pour eux, pour ceux qui veulent maintenir le mensonge en place. Donc ça, c'est quand même très très parlant, très évident. Encore une fois, Meta TV me connaissait depuis longtemps. Ils ne m'ont jamais invité, et ce n'est pas un hasard. Ils n'ont jamais parlé des Vikings, et ce n'est pas un hasard. Bon, avec le recul, on sait que Adrien Abosi, il était chez lui. En fait, voilà, faut pas croire, mais derrière Meta TV, c'est pareil, c'était sous la coupe chrétienne. Faut pas rêver, les amis. Donc en fait, quand on regarde les médias alternatifs sur Internet, moi j'en connais pas un. J'en connais peut-être un ou deux, les seuls qui m'ont donné la parole, mais ils sont
beaucoup moins connus, beaucoup moins médiatiques. Je vais parler de l'Alliance Humaine, je vais parler de Julie et Lilou. Bon, eux, voilà, ils sont même pas sur YouTube, les pauvres, mais ils ont beaucoup moins d'audience. Mais c'est vrai que tous les médias alternatifs Internet qui sont là depuis longtemps, comme TV Liberté et compagnie, comme évidemment ER avant eux, ils sont tous soit des médias chrétiens, soit sous influence chrétienne, même quand ils se prétendent complètement indépendants. Mais après, malheureusement, je vous dis, c'est quasiment tout le monde en fait. Prenez par exemple Silvano Trotta. Silvano Trotta, il y a des tas de suiveurs qui vont dire « Ouais, faut que tu invites Oleg de Normandie, tu as invité Pierre Hillard, tout ça. Tu dis que tu es là pour la vérité, machin. » Et du coup, Silvano Trotta, bah, il m'avait donné son numéro, il me connaît. Tiens, d'ailleurs, je vais essayer de l'appeler, on va voir s'il répond. Mais il m'a donné son numéro, mais il n'a jamais décroché, en fait. Donc on va voir s'il est toujours d'actualité, son numéro. Oui, bonjour Silvano, c'est Oleg de Normandie. Tu te rappelles, tu m'avais donné ton numéro il y a 1 an et demi, mais tu n'avais pas eu le temps de décrocher ni de rappeler apparemment. Donc je t'appelle toujours pour savoir si tu es d'accord pour qu'on parle enfin des énormes révélations historiques que je fais sur ma chaîne et que tu puisses enfin partager ça avec ton public assez large et qu'il puisse avoir enfin une autre vision que celle de Pierre Hillard et de l'idéologie christiano-maçonnique de notre République chrétienne. Voilà, c'est toi qui vois Silvano, là tu étais en direct sur mon émission Oleg Valala. Allez, la bise, salut. Donc voilà, mais lui, bon, Silvano, j'ai rien à lui reprocher, bon, il n'a pas décroché, voilà, il a dû prendre le numéro pour calmer le jeu, pareil, pour faire espérer. Ça, j'ai remarqué, c'est la technique. Ils font espérer et puis après, il se passe jamais rien. Comme ça évite les clashs. Ils ont peur aussi que je fasse des vidéos clash. Et ils ont eu raison de faire ça parce que il y a 1 an et demi, si j'avais fait un clash sur Trotta, ça aurait fait plus de bruit que si j'en faisais un aujourd'hui. Et Crèvecoeur, il a fait pareil. Mais lui, Crèvecoeur, il est beaucoup plus pervers. Crèvecoeur, il a été jusqu'à prendre un rendez-vous en visio avec moi. C'est-à-dire que il y a à peu près 1 an et demi, on a parlé ensemble en visio. Il m'a laissé espérer plein de trucs, il m'a dit oui, on va faire des super trucs et tout. Moi je lui ai dit écoute, je veux pas faire un truc de ouf, je veux simplement que tu parles de ces vérités à ton public, c'est tout, hein, que tu cites mon nom, je sais pas, que tu fasses quelque chose quoi. Et les gens, ils ont juste besoin de savoir. Alors lui il me dit oui, on va faire un super film, machin. Je dis non, tu te calmes, c'est pas la peine d'essayer de me faire rêver. Hein. Je lui dis non, tu fais un truc tout simple, tu parles de moi, à la limite, je passe dans une de tes émissions. Tout ce que je veux, c'est que les gens soient au courant, quoi, que les gens connaissent la vérité. Et puis, il m'a dit, oui, c'est bien, Oleg, c'est bien, merci. On va commander tes livres. Effectivement, il a commandé mes livres et tout. Et puis, bah, depuis 1 an et demi, ça n'a rien passé, voilà. Ça s'appelle prendre les gens pour des cons. Tous la même technique, donc des gros hypocrites. Mais bon, Jean-Jacques Crèvecoeur, lui, son cas, il va être rapidement scellé, parce qu'il vient d'une école jésuite. Il a, comme Trotta, toujours fait la promotion des Pierre Hillard et tous les autres, là, Youssef Indy, toute la clique monothéiste. Et puis Jean-Jacques Crèvecoeur, sur tout ce qu'il a fait, ce qui permet vraiment d'être sûr qu'il agit comme un agent du lobby monothéiste, c'est qu'il a promu, il a lancé sur Internet Amélie Paul. Donc c'était au mois d'août 2020, il lance Amélie Paul sur YouTube. Et le 24 décembre 2020, Amélie Paul lance une vidéo anti-Noël. Elle lance une vidéo qui n'a rien à voir avec ce qu'elle était censée faire, c'est-à-dire protéger nos droits, nos libertés. Là, elle montre son vrai visage et le vrai visage de l'équipe à Crèvecoeur, c'est-à-dire qu'en réalité, leur but, eux, c'est d'attaquer tout ce qui est religion primordiale, puisque Noël, vous le saviez peut-être pas, mais Noël, le folklore de Noël, l'arbre de Noël et le Père Noël, ça vient tout droit de la religion viking, de la religion gallo-viking, la religion primordiale. Et ça, eux, les agents chrétiens, ils le savent, ça. Il faut savoir que les chrétiens et les monothéistes en général, ceux qui sont vraiment des intégristes ou des fanatiques, enfin des gens qui connaissent bien la Bible, ils détestent Noël. Ils détestent l'arbre de Noël qu'ils font passer pour un phallus, ils détestent le Père Noël qu'ils font passer pour Satan. Et en fait, toute cette campagne de calomnie, et donc qui a été relayée par Amélie Paul, quoi. Amélie Paul a fait une vidéo spéciale là-dessus, Noël satanique.
Elle a repris toute cette propagande chrétienne haineuse qui est digne et qui vient tout droit de l'Inquisition du XVIIe siècle et des bûchers. Elle a repris tout ça, donc, juste pour diaboliser Noël, pour nous désenchanter. En plus, elle nous a désenchantés. Mais voilà, elle a montré le vrai visage de cette équipe, à savoir qu'en fait, ils sont là pour défendre les intérêts de la chrétienté et ils sont là pour attaquer à boulet rouge la religion de la liberté, dont Noël est une réminiscence. L'arbre de Noël, c'est en fait l'arbre Yggdrasil de la religion viking. Le Père Noël, il a énormément de points communs avec Odin, le roi des dieux. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'elle fasse ça le 24 décembre. C'est-à-dire qu'elle a désenchanté le cœur de beaucoup de gens. Elle a désenchanté Noël le 24 décembre. Vous voyez, le jour où vous êtes préparé à célébrer ce moment, surtout si on a des enfants. Noël, c'est la dernière fête qui enchante les cœurs, et ceux de nos enfants particulièrement. Et là, elle a vraiment... C'est une désenchanteuse. Et on en revient à Crève-Cœur, qui justement a fait toute sa campagne de com en disant « je veux réenchanter le monde ». Il a même créé un mouvement qui s'appelle les réenchanteurs. Mais en réalité, Jean-Jacques, tu as réalisé l'inverse de ce que tu prétends vouloir faire. En fait, quand tu t'es fait connaître, tu es arrivé, tu as terrorisé tout le monde. Tu as prétendu que des militaires allaient venir chez nous pour nous vacciner de force. Tu as prétendu que dans le vaccin, il y avait une puce pour nous surveiller. Tu as relayé tout un tas de théories fausses et qui ont terrorisé les gens qui t'ont écouté. Même moi, quand je t'ai écouté, honnêtement, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. Je me suis dit, je vais le prendre au mot. Est-ce que vraiment c'est quelqu'un de sincère? J'ai testé, et on voit bien 1 an et demi, 2 ans plus tard, ton vrai visage. Tu n'es pas là pour réenchanter le monde, tu es là pour terroriser les gens, pour les pousser dans les bras des religions monothéistes. Et les dernières choses qui nous enchantent le cœur, comme la fête de Noël, tu t'acharnes à les détruire via Amélie Paul. Voilà. Donc Jean-Jacques Crève-Cœur pratique l'inversion. C'est un désenchanteur, tout comme Amélie Paul. En plus, Jean-Jacques Crève-Cœur, quand il s'est fait connaître, il a utilisé l'image de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Il a utilisé Le Seigneur des Anneaux et cet enchanteur qui est Gandalf, ce druide finalement, à son propre avantage en disant voilà, on va réenchanter le monde, on va faire comme Gandalf. Mais Jean-Jacques, pourquoi n'as-tu jamais dit à personne que Le Seigneur des Anneaux est entièrement inspiré de la mythologie nordique, c'est-à-dire de la religion gallo-viking? Donc il y a vraiment une hypocrisie chez ces élites qui est de savoir utiliser l'imaginaire, notre imaginaire culturel, qui est lié toujours à la religion primordiale, en l'occurrence là, le druide de Gandalf du Seigneur des Anneaux. Ils l'utilisent, comme ça, ça nous fait quelque chose, ça nous fait rêver, on a envie de les suivre, mais ils ne nous restituent jamais cet imaginaire. Ils l'utilisent, mais ils ne nous le restituent pas. Ils ne nous disent jamais quelles sont les véritables origines de ces choses-là. Ils nous laissent toujours dans le brouillard. En fait, Internet est entièrement occupé par le lobby monothéiste. Et ils ont utilisé la crise sanitaire et tous les abus du gouvernement envers nos libertés. Ils ont utilisé tout ça pour se présenter en sauveurs, pour se présenter comme des gens justes, gentils. Mais en réalité, tout ça, c'était intéressé. Ils ne luttent pas de manière sincère. Ils luttent pour mettre en avant leurs intérêts et pour combattre également leurs concurrents, la religion primordiale viking. Donc vous voyez que c'est pas du tout désintéressé. Ils occupent une place de défenseurs de la vertu, de la justice, mais en fait, c'est pas réel. C'est intéressé. Et c'est pas sincère, voilà. Ils occupent une place, ils prennent la parole, et pendant que les gens, le public écoute ces gens-là, malheureusement, ils n'écoutent pas d'autres discours qui pourraient leur amener d'autres informations plus pertinentes pour aller vers la liberté. Venons-en maintenant à Rock Soccer. Dans ma dernière vidéo sur le récentisme, il y avait pas mal de gens qui avaient l'air de l'apprécier, etc. Faut savoir que Rock Soccer, moi je le connais aussi.
En fait, je l'ai rencontré en 2018 à la SALS. La SALS, c'est dans l'Aude, c'est là où beaucoup de gens donnent des conférences. Les gens sont très gentils là-bas à la SALS, je les salue. Et Roch, c'est là que j'avais rencontré Pierre d'Ortiguet, dont je salue l'âme et la conscience, qui nous a quittés il y a quelques jours. Donc voilà, mes condoléances à sa famille. C'était un monsieur, un grand monsieur, je pense, un monsieur très bien. Et en fait, Rock Soccer, moi j'arrive, je fais une conférence sur les liaisons qu'il y a entre les mégalithes, et notamment entre les mégalithes et la grande pyramide d'Égypte. Et lui, il arrive derrière pour faire une conférence qui va en fait aller contre mon travail. Il va faire une conférence, mais sans parler de mon travail non plus. Il va faire une conférence pour dire que les pyramides d'Égypte auraient été construites au XVIIIe siècle. Je ne sais pas si vous imaginez le culot. Seulement Rock Soccer, il y a 4 ans en tout cas, c'est lui qui faisait fonctionner ces conférences de la SALS. Là, il y a 100 personnes, et 80 ils viennent pour lui. Donc bon, moi quand j'assistais à cette conférence qui ressemblait plus à de la désinformation qu'autre chose, moi et Pierre d'Ortiguet, on se regardait comme ça avec Pierre d'Ortiguet, on se disait mais il est sérieux quand il dit ça lui? Non mais on a quitté la conférence en plein milieu, on s'est barré. On s'est dit voilà, ça sert à rien de faire un scandale, ça sert à rien que. Et c'est des théories en fait qui viennent de l'Église chrétienne et de tous les idéologues modernes qui veulent absolument donc cacher notre héritage historique, celte, païen, viking. En fait, ils faisaient du complot anti-viking, quoi. Donc moi et Pierre d'Ortiguet, on est partis derrière. C'était une manière classe de lui faire comprendre ce qu'on pensait de ce qu'il était en train de faire. Et on a commencé à faire une interview tous les deux. Roch m'avait promis avant, puisque la veille on avait mangé ensemble et tout, il m'avait promis qu'on allait faire une interview aussi, ensemble. Et évidemment, lui aussi, il a menti. Et il m'a dit non, je suis désolé, je suis pas bien, je peux pas faire l'interview, je me sens pas bien. Et en fait voilà, ça fait 4 ans maintenant. Je dis pas, moi je suis prêt à avoir un débat avec lui, un débat filmé avec lui. Je peux l'inviter sur ma chaîne. Roch, tu peux venir sur ma chaîne, ou si tu veux, moi je vais sur ta chaîne. On pourra aussi demander à Rock Soccer pourquoi il parle toujours des francs-maçons, mais pourquoi il parle jamais des jésuites. Ça c'est une bonne question qu'on pourrait lui poser. Tu vois. Je le prépare déjà un petit peu à l'interview. C'est bien comme ça, il saura déjà à quoi s'en tenir. Comme moi je sais pas quelle question il va me poser. Donc Roch, si tu veux, on fait une vidéo ensemble. Et voilà. Maintenant, je vous le dis entre nous, les amis, je pense pas que cette vidéo aura lieu. Je pense qu'elle aura jamais lieu, parce que si elle avait dû avoir lieu, elle aurait eu lieu là, il y a 4 ans, d'accord. Rock Soccer, lui aussi anti-viking. En fait, ils sont tous malheureusement dans la désinformation anti-viking. Donc, pour faire le bilan de cette partie qui s'appelle l'Omerta. Eh bien, la République maçonnique est monothéiste et chrétienne, et finalement ouvertement aujourd'hui, quand on regarde les symboles, eh bien, elle occulte tout ce qui est viking, histoire authentique, pyramide, mégalithe, parce que ça va nous mener à une religion primordiale qui est une véritable alternative. Les vikings sont là pour nous amener ces temples ancien, il nous amène une graine qu'est la religion primordiale, qui est en fait la seule véritable alternative à notre société de consommation et à notre société monétarisée. Donc pour cacher tout ça, que fait la République maçonnico-chrétienne? Eh bien, elle joue l'omerta, elle joue la stratégie du « on n'a rien vu, il s'est rien passé ». Et en fait, vous inquiétez pas les amis, parce que ce genre de situation, il est déjà décrit dans l'Edda, l'Edda de Snorri, que je tiens ici. À un moment donné, il y a Thor, donc le fils d'Odin, celui qui représente le mieux les Vikings. À un moment donné, il y a Thor qui part pour rendre visite aux géants.
Donc quand Thor part rendre visite aux géants, on sait que ça risque de péter. Hein. Il risque de leur coller son marteau sur leur figure. Et puis quand il arrive, donc c'est chez Utgarda Loki, c'est chez le géant Utgarda Loki qui va. Il arrive chez Utgarda Loki et il voit le château d'Utgarda Loki. Il est tellement immense, il est géant de chez géant, au point où Thor rentre en passant à travers la grille. Tellement la grille est immense, elle fait peut-être par rapport à lui, elle fait 100 mètres de haut. Il passe à travers les mailles de la grille. Et puis il voit les habitants du château, ils sont tous géants de chez géants, ils font 30 mètres de haut. Thor, il a l'air tout petit. Et Thor voit Utgarda Loki. Et Utgarda Loki lui dit « Ah, c'est toi donc Thor. On m'a longtemps parlé de toi, mais je pensais pas que tu étais aussi petit haut. » Et du coup, Thor, qui était énervé, bon, il est un peu plus calme tout à coup. Mais il accepte quand même le défi qui lui est lancé par Utgarda Loki. Utgarda Loki lui lance un défi, il dit voilà, je te donne cette corne, il lui donne une grosse corne à boire, et il dit voilà, on va voir si tu es capable de boire la corne en un seul trait. Alors Thor, il arrive, il prend la corne, il dit oh bah moi pas de problème, j'ai grand soif, je vais vider la corne en un seul trait. Il boit dans la corne, et en fait, il n'arrive pas à la vider d'un seul trait. La corne, elle a baissé un tout petit peu. Le niveau a un tout petit peu baissé. Il boit une deuxième fois, ça a à peine baissé. Là, il est très énervé, Thor se met en colère, il dit là, je vais tout boire d'un coup, c'est pas possible. Il boit de toutes ses forces, et la corne n'est vidée même pas à la moitié, en fait. Et Thor, il comprend pas, parce qu'il a le ventre comme ça, il a bu... Il a déjà vidé des cornes plus grosses que ça, il comprend pas. Et puis Utgarda Loki et les géants, bah, ils ricanent de Thor, ils disent ah bah mon petit Thor, mon petio, on a raconté beaucoup de légendes sur toi, bah je m'attendais à plus fort quand même. Hein. Et puis du coup Thor, il s'en va, Utgarda Loki raccompagne Thor à la sortie du château. Et une fois que Thor est sorti du château des géants, Utgarda Loki lui avoue la vérité. Il lui dit comme ça, mais tu sais en fait Thor, je t'ai abusé par ma magie, par mes illusions visuelles. Figure-toi qu'en réalité, la corne, elle était reliée à la mer. Tu ne voyais pas le lien, mais le fond de la corne était relié à la mer. Et en réalité, regarde la plage là-bas. On croirait que c'est marée basse, eh bien non, c'est toi qui as fait baisser le niveau de la mer en buvant tout ce que tu as bu. Et là, à ce moment-là, Thor, il comprend qu'il s'est fait abuser. Et là, il commence à vouloir attraper Utgarda Loki pour lui faire la peau. Mais Utgarda Loki, il a disparu. Et le château aussi. Donc en fait, tout ce que Thor a vu, ces géants, ce château immense, en fait, tout ça, c'était des illusions visuelles. C'était du fake, c'était du faux. Et quand il a bu dans la corne, il a cru qu'il avait perdu. Les géants ont ri de lui, ils ont fait « Allez, c'est bidon ce que tu fais, ça ne vaut rien. Allez, c'est bon, rentre chez toi, il n'y a rien, quoi. » Et bien là, les amis, ce qui se passe en ce moment, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on est en train de nous dire, ouais, ce collègue de Normandie, il a découvert, là, c'est découverte, c'est machin, c'est rien, c'est nul, il se passe rien, silence radio. Mais en réalité... il se chie dessus. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Utgarda Loki, il lui a avoué, il lui a dit « Je t'avoue Thor, je vais te dire maintenant comment j'ai fait pour gagner le défi, mais je t'avoue que j'avais très très peur de toi avant que tu arrives. J'avais tellement peur que j'avais tout préparé à l'avance. On avait préparé ces illusions visuelles longuement à l'avance pour que tu ne comprennes pas ce qui allait se passer. Mais en réalité, on avait très très peur. Tu m'as fait peur quand j'ai vu que tu as vidé, que tu as fait baisser le niveau de la mer en vidant la corne. Donc, mais maintenant, voilà. Et ensuite, il lui a avoué quand même. Il lui a avoué. Ben là, c'est exactement la même chose. En réalité, tous ces gens là qui font silence radio, qui font comme si j'étais pas là, en réalité, ils font partie d'une équipe et notamment les universitaires, les académies. Ils se chient dessus, là, ces influenceurs monothéistes, là, ils se chient dessus, vous pouvez pas imaginer comment, face à la religion primordiale, ils se chient dessus.
Mais là, ils font comme si c'était rien passé. Vous voyez, ils font comme si la corne avait à peine baissé. Mais en réalité, ce qu'on a fait, parce que moi je récupère le travail de beaucoup de chercheurs, et c'est aussi grâce à vous qui me soutenez partout. Donc, ce qu'on a fait tous ensemble, là, c'est juste énorme. On a juste fait baisser le niveau de la mer. Comprenez? C'est juste que pour l'instant, on s'en est pas encore aperçu. Vous voyez, on est dans l'illusion. On est toujours dans le château des géants où tout est faux. Donc, mais vous inquiétez pas, on a déjà fait beaucoup. Et les choses vont bouger. C'est qu'une question de temps. Mais il faut continuer le combat, évidemment. Donc, le pourquoi de ce complot anti-viking, le pourquoi de cette omerta, c'est qu'on veut nous cacher absolument l'alternative à notre société capitaliste. On veut nous cacher une graine qui va permettre d'ensemencer un nouveau monde. Un monde plus juste, un monde basé sur une société non monétarisée, non financière. Cette graine, c'est la tradition primordiale, c'est la religion primordiale dont les Vikings étaient les derniers grands représentants et défenseurs. Une religion primordiale dont les grandes pyramides d'Égypte sont le temple le plus illustre au monde. D'où le tabou contre les pyramides et contre les Vikings. Donc cette grande pyramide d'Égypte, en fait, elle est très taboue. Elle est à la fois taboue parce qu'elle remet en cause toute l'histoire officielle, de par sa technicité, mais aussi parce que c'est un temple donc de la religion primordiale émancipatrice. Et on va pouvoir parler de Jacques Grimaud et de la tronche en biais. Cette fameuse affaire, la tronche en biais, Jacques Grimaud. Vous savez que Grimaud a un procès en ce moment. Mais les amis, et là je parle à la tronche en biais. La tronche en biais, globalement, vous faites pas du mauvais travail, vous essayez de trouver les arnaques, vous essayez de trouver les charlatans. Mais pourquoi, quand il s'agit d'attaquer le sujet de la révélation des pyramides, le film, et de Jacques Grimaud, pourquoi vous ne parlez jamais de Schwaller de Lubitz? Pourquoi vous ne parlez jamais des faits concernant les pyramides qui sont montrés grâce à ce film et qui ont été popularisés grâce à ce film? Pourquoi vous amalgamez toujours ce film à Jacques Grimaud? Pourquoi vous déclarez que ce film est une imposture, est une escroquerie? La tronche en biais, là-dessus, je ne peux pas vous suivre. Autant je vous soutiens dans votre démarche contre l'imposteur Jacques Grimaud, autant je ne peux pas vous soutenir dans votre démarche de dire que le film en entier est une imposture. Il y a seulement, à partir d'1h15, 1h20, qu'on peut critiquer, on peut dire qu'effectivement, c'est tiré par les cheveux, c'est même de la propagande chrétienne. À la fin du film, c'est des théories. Là, effectivement, bon, c'est pas vraiment sourcé, c'est pas fiable. Mais la première heure et quart, c'est quand même des faits. Et c'est des faits qui ont été découverts par Schwaller de Lubitz, égyptologue reconnu. Donc, moi, je vous demande la tronche en biais. Quand vous attaquez Jacques Grimaud, c'est une chose. Mais ne faites pas l'amalgame avec le film La Révélation des Pyramides, parce que là, vous êtes en train de montrer au monde que vous avez des intentions qui ne sont pas si bonnes que ça. On dirait que votre intention, c'est de nuire au contenu de ce film, et donc de nuire aux vérités qui sont présentes dans ce film. Pourquoi, mon cher, je ne sais plus comment vous vous appelez, ce monsieur-là de la tronche en biais, pourquoi vous ne parlez jamais des faits démontrés par Schwaller de Lubitz, égyptologue reconnu dans les années 50-60, qui est le véritable découvreur des faits irréfutables énoncés pendant 1h15 dans la révélation des pyramides. Ça, on peut clairement vous le reprocher, parce que là, on a l'impression que vous manipulez votre audience, que vous omettez, encore une fois, vous êtes dans l'omission de certains faits. Donc on parle de mensonge par omission. On a vraiment l'impression que vous manipulez les faits
pour arriver à une conclusion, c'est de dire le film est une escroquerie. Tout ça pourquoi ? Pour nous cacher les faits, pour nous cacher la véritable histoire, et ainsi de suite. Donc la balle est dans votre camp, la tronche en biais. Alors je vous parle beaucoup de cette religion primordiale, mais je ne vous l'ai pas encore expliqué. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Quelle est la physionomie de cette religion primordiale ? Donc au niveau du temple, je vous ai parlé des grandes pyramides, mais il y a aussi donc les mégalithes, les cathédrales gothiques et encore d'autres temples sur la planète. Et maintenant, quel est le livre ? Est-ce qu'il y a un livre référence ? Moi je dirais, le livre référence, c'est l'Edda, évidemment. La religion des Vikings, c'est l'Edda. Après, évidemment, il y a eu beaucoup de désinformation sur l'Edda, avec le lobby chrétien. Je vous conseille cette version qui est disponible sur esprit-viking.com. Cette traduction et ces interprétations sont correctes. Cette religion viking gauloise, elle se différencie des religions monothéistes par le fait qu'elle est là pour produire une société non financière. Et elle va utiliser pour cela différents leviers. Le premier, c'est d'empêcher autant que possible la monétarisation. Et ça, on l'a vu dans le film Esclaves vikings contre dinars, puisqu'on a vu que les temples païens d'Asie, donc de la religion primordiale version asiatique, mais issus donc de la même tradition primordiale commune, liée à ces pyramides, eh bien les temples d'Asie étaient faits en or massif. Donc c'est-à-dire que au lieu de monétariser, on va thésauriser. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de la monnaie avec les métaux précieux, on va construire des temples. Donc on va consacrer les métaux précieux aux dieux, c'est-à-dire aux dieux bien compris, les valeurs de bonté, de justice, etc. Et cette thésaurisation des métaux précieux dans les temples, on le voit bien dans l'Edda, puisque dans l'Edda, à plusieurs endroits, on voit que les As, les dieux, Odin, etc., ils construisaient énormément de temples. C'était des bâtisseurs, des constructeurs, et à chaque fois, dans leurs temples, il y avait de l'or, des métaux précieux. Ces temples étaient systématiquement ou presque recouverts d'or et recouverts de métaux précieux. Donc ça, c'est bien dans la religion primordiale viking. Ensuite, le deuxième levier. Dans le cas où une société est déjà malheureusement monétarisée depuis longtemps, c'est très difficile de revenir complètement en arrière. La religion primordiale va utiliser la non-capitalisation, c'est-à-dire qu'elle va éviter tout rassemblement massif de capitaux. Elle va éviter de créer ce qu'on appelle un géant. Ce qu'on appelle un géant, dans la mythologie nordique, les ennemis des dieux, c'est les géants. C'est un milliardaire. Et pire qu'un milliardaire, c'est un regroupement de milliardaires qui fait des masses d'argent énormes qui contrôlent tout, qui contrôlent le monde. Donc pour éviter cela, nos ancêtres les Gaulois et les Vikings, etc., les Celtes ne transmettaient pas la richesse pécuniaire et la richesse matérielle. Ils ne transmettaient à leurs descendants que la maison familiale principale, ils n'allaient quand même pas la détruire, mais tout le reste, si jamais par malheur il y avait de la monnaie, ou si jamais il y avait des métaux précieux, je pense notamment à des bijoux, des choses comme ça, eh bien en fait ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils enterraient ça avec eux, ou alors, et puis tout le reste, toutes les autres possessions matérielles, elles étaient donc brûlées. On a l'image du drakkar viking qui brûle, et si jamais on enterrait les défunts, comme c'était souvent le cas chez les Celtes, eh bien on enterrait le défunt avec toutes ses richesses matérielles. Et c'est pour ça que les Romains ont pillé les tombes des Gaulois, parce que les tombes des Gaulois étaient pleines d'or, pleines d'argent, pleines de bijoux. Donc voilà, ça c'est une autre façon de consacrer aux dieux tout ce qui va être métaux précieux, tout ce qui peut renvoyer à l'argent et à la richesse. Il n'empêche que la notion d'héritage et de transmission était très importante chez les Vikings, mais comme vous voyez, c'était pas du tout l'héritage comme on le conçoit aujourd'hui, c'était pas du tout matériel. L'héritage très important, c'était les connaissances, les vérités. Transmission la plus importante, c'est pas du tout la transmission matérielle, en fait. C'est la transmission des connaissances, c'est la transmission de la vérité. Tout ce que je suis en train de vous raconter là, ça a été perdu parce que les inquisiteurs ont lutté contre, l'omerta, etc. Donc vous voyez que le plus important, c'est de ne pas avoir oublié notre histoire, qui l'on est, d'où l'on vient, et donc concrètement, ne pas avoir oublié notre religion primordiale.
Et malheureusement, à cause des inquisiteurs, nous l'avions oublié. Nous avons oublié notre histoire. Et moi, je fais un travail pour retrouver cette histoire. J'ai fait un travail pour retrouver l'histoire et finalement retrouver cette graine, cette religion primordiale. Et tout ça, nos sages ancêtres le savaient. Ils savaient que notre tradition, il allait falloir à un moment donné la retrouver et qu'elle allait un jour ou l'autre être oubliée. Et ils ont écrit tout ce qui se passe en ce moment avec le personnage d'Hermod dans l'Edda. Ils ont écrit dans l'Edda cette situation où en fait nous avons complètement oublié notre histoire et il y a un des personnages qui s'appelle Hermod, qui est le fils d'Odin, mais qui a un rôle très spécifique et qui n'apparaît que à ce moment-là en fait. C'est quand les dieux sont anéantis, qu'en gros les gens ont oublié la religion primordiale, les dieux sont à la ramasse, il n'y a plus personne qui peut rien faire et il y a Hermod qui arrive, c'est seul comme ça, Hermod le hardi, et il va chevaucher le cheval d'Odin, nommé Sleipnir, pour retourner dans le passé, pour redonner espoir aux dieux, pour essayer de ressusciter le dieu qui est mort, le dieu Balder, qui est le dieu qui symbolise l'âge d'or. Et donc Hermod prend son courage à deux mains et fait ce travail, il retourne dans le passé, il retourne au royaume des morts, des ancêtres. Et ça, en fait, c'est le travail de l'historien, du chercheur qui retrouve la vérité, retrouve cette tradition primordiale, retrouve la vérité historique. Donc en fait, c'est le travail que moi je fais depuis des années. Et effectivement, je chemine seul, comme Hermod chemine seul dans l'Edda. Donc quelque part, moi j'incarne Hermod. Et voilà, c'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que là, les amis, je viens de retrouver une perle, une graine fantastique, avec votre aide aussi évidemment, avec l'aide des autres chercheurs dont j'ai repris les travaux évidemment, mais c'est pour vous faire comprendre qu'on est dans un contexte qui est déjà défini dans ce très sage livre. Nous sommes en train de retrouver la religion primordiale, Hermod vient de revenir du royaume des ancêtres, et on va repartir pour quelque chose de nouveau, pour un monde nouveau. Concrètement, comment dans l'Edda on nous exprime ce désir de lutter contre la capitalisation, d'aller en tout cas vers une société qui n'est pas capitaliste. On nous l'exprime par les géants. Les géants, c'est les ennemis des dieux, et notamment on l'exprime par le loup géant qui s'appelle Fenrir, et qui symbolise vraiment à lui seul le capitalisme sauvage, le capital qui veut toujours s'étendre, grossir. Vous savez, quand vous avez une grosse somme d'argent, vous la placez, vous demandez un intérêt, de manière à ce qu'elle grossisse. Et l'éternel problème de notre monde, il est là, c'est que on a des très grandes fortunes qui veulent sans cesse accroître leur fortune et leur capital. Donc ils recherchent toujours plus de placement, toujours plus d'économie. Et c'est pour ça que la planète Terre est complètement ravagée, qu'on ravage les forêts, qu'on ravage tout, parce qu'on veut faire de l'argent avec tout. Parce que le capital, on est dans une société capitaliste qui commence à être assez âgée, et donc le capital systématiquement veut s'étendre, quitte à parfois ils s'affrontent, ou alors s'ils s'affrontent pas, ils s'entendent, mais du coup ils vont financiariser toutes les sociétés du monde pour continuer d'exporter, enfin d'accroître leur capital, jusqu'à finalement détruire la planète si on continue. Et donc ça c'est symbolisé dans l'Edda par le loup Fenrir, qui est un loup qui est géant et qui grandit de manière perpétuelle. Donc les géants, c'est véritablement les lobbies, les grandes fortunes, et les dieux, donc c'est entre guillemets les gens de bien qui luttent pour un monde juste et équilibré. Le mythe qui résume bien ça, c'est le mythe du loup Fenrir et de Tyr, et du sacrifice de Tyr. En fait, les dieux trouvent le loup, et puis ce loup, en fait, il a tout le temps faim, et surtout il ne s'arrête jamais de grandir. C'est ça son problème à ce loup-là, c'est qu'il ne s'arrête jamais de grandir. Et à un moment donné, il devient tellement énorme que les dieux, même Odin, il a peur d'aller le nourrir, ce loup, tellement il est énorme. Il se dit un jour, il va me tuer. Et en plus, les prophéties annoncent qu'un jour, ce loup tuera Odin, et il dévorera la terre.
Donc, ce qu'ils font, les dieux, ils disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ils essayent de trouver un stratagème pour enchaîner le loup, pour attacher le loup, pour l'empêcher de grandir ou pour en tout cas freiner sa croissance. Et voilà, il y a toute une histoire comme ça. Ils finissent par réussir à attacher ce loup géant par une ruse, mais il y a Tyr, le dieu le plus courageux, qui est très proche d'ailleurs de Thor, hein. Tyr et Thor sont deux dieux guerriers. Tyr qui sacrifie sa main droite pour pouvoir y arriver. S'il n'avait pas mis sa main droite en gage dans la gueule du loup, le loup n'aurait pas cru les dieux et il ne se serait pas laissé mettre ce lien. Et donc, au final, les dieux arrivent à mettre ce lien pour attacher le loup, mais Tyr, il perd sa main. Donc, c'est le fameux sacrifice de Tyr. Tyr, le héros, qui a permis d'attacher le loup. Mais le problème, c'est que malgré qu'ils ont réussi à enchaîner le loup, ça ne fera que ralentir sa croissance à ce loup. Et ça va améliorer les choses, mais malheureusement, le loup va finir par devenir tellement gros, même si sa croissance est ralentie, qu'il va déchirer ses liens. Et il est écrit dans les textes qu'il va manger la terre entière. Il va avoir une gueule tellement énorme qu'il va tout manger sur terre. Donc en fait les amis, après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est les dieux qui affrontent les géants. C'est la grande bataille entre les dieux et les géants. Donc les dieux en fait c'est les héros, c'est les grands esprits de ce monde qui vont lutter contre les forces folles du capital. Et les géants c'est vraiment le capital. Et voilà, là on en est à une période où on sent que le loup se débat énormément. On a l'impression qu'il a quand même brisé pas mal de ses liens quand on voit ce qu'il fait. Quand on voit la monétarisation, la financiarisation de la santé, on se dit que le loup, là, il est peut-être complètement libéré et que le combat final approche. Mais on voit bien que ce mythe, qui est l'un des mythes principaux, nous montre l'univers de la mythologie nordique, de l'Edda, c'est-à-dire qu'on a les dieux, les justes, qui luttent contre les géants, contre le capital, incarné par ce loup Fenrir qui grossit sans arrêt. Et ce qui est très intéressant dans ce mythe, c'est qu'on voit en fait l'action qu'ont pu réaliser les Vikings, c'est-à-dire qu'ils ont pu attacher le loup, mais ils n'ont pas pu l'anéantir totalement. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu revenir à une société démonétarisée. Le mal était trop avancé en Occident. On a pu simplement inciter à la thésaurisation, notamment par la construction des cathédrales gothiques, qui étaient des temples recouverts de métaux précieux à l'intérieur. Évidemment, tout ça, ça a été enlevé par tous les pognonistes très, très vite. Mais les Vikings, voilà, ils utilisaient la monnaie pour construire des temples. Donc, ils transformaient, encore une fois, les métaux précieux autant qu'ils le pouvaient en temples. Et c'est pour ça qu'ils ont pu réunir autant d'argent. Bon, il faut regarder aussi le film Templier Viking Cathédrale. C'est vrai qu'il y avait les mines d'argent d'Amérique, évidemment. Mais si vous voulez, ils incitaient tout le monde à investir dans des temples. Voilà, parce que c'est sain finalement. Si on mettait toutes nos fortunes du monde pour construire le plus beau temple du monde, dans le but qu'il soit ensuite vu par nos descendants pendant des siècles, et voire des millénaires comme les grandes pyramides, ça ce serait beau, vous voyez. Ça ce serait une idée à inspirer aux milliardaires d'aujourd'hui, leur expliquer ce que c'est que la religion primordiale, et peut-être qu'au lieu de faire ce qu'ils font, ils mettront tout leur argent pour construire un temple magnifique dédié à la religion primordiale. Un livre de pierre fait pour être lu par les descendants. Tous les anciens peuples de la Terre, en fait, avant la financiarisation due et permise par les religions monothéistes, donc avant, en fait, voilà, les nouvelles religions monothéistes, ou alors en Asie, c'est plutôt le bouddhisme, etc. Mais il y a toujours eu une religion inquisitrice qui est arrivée pour abolir les anciennes qui étaient non financières. Alors si vous me découvrez, sachez que je suis donc Oleg de Normandie, je suis un historien autodidacte, je suis un ingénieur diplômé de l'ENSEA, et donc je me suis reconverti là-dedans il y a maintenant 6 ans, et j'ai monté cette chaîne et une petite structure économique qui est la maison d'édition L'Esprit Viking, dans laquelle vous allez trouver des super bouquins, vraiment. Donc je vous conseille d'aller faire un tour sur la boutique espritviking.com. Ça me donnera à manger, parce que figurez-vous que je ne suis pas rémunéré pour cette activité de vidéaste, c'est-à-dire que tout le temps que je passe pour produire des vidéos, et il faut vous dire que c'est
l'essentiel de mon travail et du temps que je passe, c'est pour produire des vidéos. Je ne suis pas rémunéré pour cela, pas du tout. Par contre, cette maison d'édition me permet donc d'obtenir des revenus. Et sinon, si vous voulez donc financer mon temps de travail que je passe à faire ces vidéos, eh bien, c'est sur le Tipeee. Le Tipeee de l'Esprit Viking, encore une fois, c'est mon financement participatif. Donc, si vous voulez m'aider, me donner une contrepartie par rapport au temps que je passe, c'est sur le Tipeee. Enfin, si vous souhaitez financer la production matérielle de ces vidéos, c'est-à-dire le coût des éclairages, des caméras, le coût des images, le coût des musiques, parce que même si c'est des musiques libres de droit, il faut quand même les acheter, elles appartiennent à Shutterstock par exemple. Vous savez, maintenant il y a des banques d'images, des banques de musique. Voilà, si vous voulez financer également les sous-traitants, par exemple les dessinateurs, ou j'espère un jour avoir un monteur régulier, ce qui me permettrait de gagner beaucoup de temps et faire plus de vidéos. Si vous voulez financer les sous-traitants que j'aurais besoin d'utiliser ou que j'utilise parfois maintenant occasionnellement, eh bien, vous pouvez soutenir l'association Pagan. C'est l'association Pagan qui s'occupe de tout ce qui est financement matériel des vidéos. Voilà, et le temps que moi je passe, ça va être sur le Tipeee de l'Esprit Viking. Sur ce, donc, n'oubliez pas de vous abonner et éventuellement de vous inscrire à la newsletter qui est sur esprit-viking.com, parce on sait jamais ce qui peut arriver. YouTube, ça peut fermer. Donc, si vous vous inscrivez sur la newsletter, on aura un contact direct. Alors, je devais informer tous les contributeurs du Hello Asso, tous ceux qui nous ont permis de financer le film Jeanne d'Arc la Valkyrie et le dernier film Esclave Viking contre Dinard. Je les remercie encore une fois évidemment, mais ils attendent toujours leur contrepartie. Alors, je dois vous dire qu'en fait, la principale difficulté est liée à la SACEM, parce que dans ces contreparties, il y a des DVD. Il y a au moins 1 ou 2 DVD à produire. Et ça fait 5 mois que j'ai entamé les démarches avec la SACEM et c'est toujours pas finalisé. La SACEM, c'est très compliqué avec eux. Ils font pas grand-chose pour nous faciliter. On a même l'impression qu'ils font l'inverse. Là, ça fait 3 semaines que j'ai plus de réponse. On s'est soumis à tous leurs désirata. Bon, c'est des DVD libres de droit, enfin on n'a que des musiques libres de droit, mais ils veulent quand même qu'on fasse comme si ça allait être des DVD avec de la musique propriétaire. Bref, là ça fait 3 semaines que j'ai pas de réponse de leur part, c'est inquiétant parce que pour produire les DVD, en fait eux ils sont comment dirais-je prioritaires, c'est eux qui s'ils donnent pas leur accord, je ne peux pas produire les DVD. Ou alors il faudra peut-être que je passe par l'étranger, j'en sais rien. Mais bon voilà, on est ralenti par la SACEM. Et comme vous le savez, les frais de port aujourd'hui sont très élevés. Donc je ne peux pas faire plusieurs envois. Je ne peux pas vous envoyer une première partie, puis ensuite plus tard le DVD. C'est pas possible, ça reviendrait beaucoup trop cher. Les frais de port sont élevés. Donc on doit envoyer tout en même temps. Donc on va lancer cette procédure d'envoi quand on aura tout. Et donc, à mon avis, là, dans le meilleur des cas, c'est septembre, mais vraiment dans le meilleur des cas. Donc, je suis désolé, mais soyez patients, s'il vous plaît. Et surtout, si vous avez déménagé depuis votre don, communiquez-nous votre nouvelle adresse, surtout. Parce que si on vous envoie ça à la mauvaise adresse, ça va être compliqué. Parce que les frais de port, je vous le dis, ils sont très chers. Les frais de port, c'est une grosse partie du budget des contreparties. C'est quasiment le premier poste. Donc, on va pas pouvoir vous renvoyer une deuxième fois. Donc, il faut vraiment que votre adresse soit correcte. Si vous avez déménagé, écrivez-nous sur pagans@esprit-viking.com ou en utilisant le formulaire de contact sur esprit-viking.com en nous stipulant votre adresse mail que vous avez renseignée sur le Hello Asso qui fera figure d'identifiant et votre ancienne adresse et votre nouvelle adresse. Voilà. Maintenant, l'avenir, les projets de la chaîne pour la prochaine saison, eh bien, sachez que la prochaine vidéo, ce sera le jeudi 1er septembre. Donc, ça va être une très grosse vidéo d'entrée de jeu. Je vais démarrer la saison sur les chapeaux de roue. Et puis, maintenant, il va y avoir ce rendez-vous, c'est-à-dire que les vidéos, ce sera a priori tous les jeudis en fin d'après-midi. Vous aurez une vidéo Pagan TV. Parce que on va rentrer dans un process
un peu plus professionnel. Et donc il y aura une vidéo par semaine. Il y aura également plein de surprises. Il y a différents nouveaux projets et des projets très surprenants et passionnants que je vais vous présenter donc dès le mois de septembre. Plein de surprises. Voilà, l'équipe Pagan grandit, la Team Odin grandit, donc ça c'est grâce à la Team Odin. Si vous voulez vous renseigner sur la Team Odin, c'est sur espritviking.com aussi. Donc vraiment soyez présents le 1er septembre, jeudi vers 17h, 18h. Soyez là pour cette vidéo qui va être très lourde, qui va aller dans la lignée de ce qu'on a appris aujourd'hui. Et donc d'une manière générale tous les jeudis. Vous allez voir, il va se passer plein de choses. Là vraiment on a passé un cap et l'année prochaine, ben voilà, la chaîne va grandir. J'ai envie de dire, cette graine ramenée par Hermod, cette graine de la tradition primordiale, elle va commencer à donner son premier pouce, va commencer à grandir un petit peu. Donc soyez là à la rentrée, plein de surprises, voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour ce Oleg Valhalla. J'espère que vous avez bien compris ce complot anti-viking, les tenants et les aboutissants. Si ce n'est pas le cas, commentez, posez vos questions et ceux qui connaissent dans le public, ils vous répondront. Donc chers amis, communiquez entre vous, hein, ceux qui viennent d'arriver, posez les questions, ceux qui sont déjà là, bah, s'il vous plaît répondez, ce serait super. Et puis voilà, c'était donc Oleg de Normandie pour la justice, la vérité. Et voilà, pour un retour à cette graine, cette tradition primordiale.